rive droite. La plus intéressante. Donc vous avez bien fait d'attendre et d'être là. Et on va commencer avec Cathy Leblanc. Je donne quelques éléments de ce qui concerne. Donc, doctorat et post-doctorat de philosophie, avec pour la traduction ontologique chez Heidegger à l'Institut catholique de Paris. Tu as un DEA de littérature et linguistique américaine de l'Université de Lille et un diplôme supérieur de piano. Tu as également un HDR en philosophie. Sur le plan des fonctions, tu es professeur de philosophie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille, chargé de cours en civilisation britannique, également à l'Université de Lille. Alors tu as écrit un ensemble d'ouvrages. Disons qu'il y a un point très important, si je ne me trompe, dans tes recherches, c'est la question de la déportation, pour lequel tu as consacré des ouvrages, des colloques également. Et, voilà. Et dans notre colloque, donc, tu nous donnes une conférence qui a pour titre « Actualité des exercices spirituels dans le travail de mémoire ». Voilà, je te donne le micro. Merci Claude et merci de me recevoir encore à l'Académie catholique du Val-de-Seine. Je suis contente que cette journée ait pu avoir lieu parce qu'on s'est demandé à un moment donné si elle n'allait pas être reportée à l'année prochaine. Et donc il est vraiment heureux qu'elle ait pu avoir lieu parce que toute la journée nous avons entendu des manifestations, des exposés de très grande qualité. Et donc je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Et puis je voudrais dire merci à Samir qui est venu, qui est mon professeur, qui était mon professeur d'arabe et mon collègue à l'Institut catholique de Lille, à la faculté de théologie. Je suis très émue aujourd'hui de sa présence et je le remercie très vivement. Donc je vais vous parler de l'actualité des exercices spirituels. C'est pas tout à fait à propos des pères de l'Église, mais enfin c'est articulé à cette problématique. Actualité à partir aussi du travail que j'effectue au Comité international de la déportation de Buchenwald-Dora, où je suis vice-présidente. C'est-à-dire que je représente la France, la nationalité française, dans le camp de Buchenwald, ce qui était le camp de Buchenwald, près de Weimar, la fameuse République de Weimar, République des lettres. Et ce comité comporte 15 nationalités, donc 15 représentants de nationalités qui ont été prisonnières dans ce camp. Il y en avait 49. Et chaque année, nous nous retrouvons au moment de la libération du camp, donc le 11 avril. Et nous travaillons quelques jours, nous avons notre assemblée générale et nous travaillons quelques jours ensemble à la transmission des valeurs démocratiques. Donc, qui ouvre cette année sur un séminaire, puisque j'ai été élue coprésidente sur un projet je ne m'attendais pas du tout à cette élection parce que je suis universitaire dans le lot et donc quelquefois c'est pas bien vu, les universitaires, c'est pas suffisamment proche de la vie. Puis tout le monde a été d'accord pour que je sois coprésidente avec le projet de séminaire sur la fraternité. Cette année, fraternité, paix et réconciliation. Donc on va travailler avec les autres nationalités, elles seront présentes dans le séminaire chaque semaine. Et puis, c'est un séminaire que j'organise avec Jean-François également, Jean-François Petit, avec l'Université d'Aix-la-Chapelle et avec les 3 facultés de théologie de l'Université de Bucarest. Voilà. Pour l'année prochaine, si vous souhaitez assister à ce séminaire, vous me faites un mail et je vous enverrai le lien. Alors, comment faire le lien entre l'Antiquité et... Il faut parler. Quand tu veux que je mette plus haut, oui. Comme ça. Comment faire le lien entre l'Antiquité et puis les déportés? C'est ça alors, que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc,
j'ai résumé un peu mon propos et vous le trouverez développé dans mon article, mais voilà, je ne vais pas me dépêcher. Je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'il en est. Donc, à travers les œuvres de Pierre Hadot, qui était prêtre, mais universitaire éminent aussi, on peut découvrir ce qu'il en est des exercices spirituels de la Grèce antique. C'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et il a repris la question de la manière de vivre, d'intégrer ces exercices dans la vie quotidienne aussi. Et puis plus récemment, comme l'a rappelé Jean-François Petit, Jean Grèche s'est penché sur cette question. C'est-à-dire comment intégrer dans son mode de vie l'exercice spirituel, la philosophie. Y a-t-il un mode de vie philosophique? Alors dans l'Antiquité, oui. C'est la raison pour laquelle Socrate refuse de se sauver quand ses amis viennent, et Socrate est condamné, et ses amis viennent le voir, Socrate, viens, on va t'emmener et tout. Non, parce que Socrate respecte sa parole. Il dit dans ses enseignements qu'il faut respecter les lois de la cité, et donc jusqu'au bout, il va se comporter conformément à son enseignement. C'est ça, vivre de façon philosophique, c'est respecter sa parole, c'est pouvoir vivre ce que dit sa parole. Donc Pierre Hadot était également ami de Jean Riballet, moins connu, qui était un pédopsychiatre malheureusement décédé il y a quelques années. Et ils travaillaient tous deux à imaginer une philosophie nouvelle. Ou bien une invitation à la philosophie antique, aujourd'hui. Donc philosophie nouvelle, si l'on veut, qui pouvait s'inviter dans d'autres lieux que les lieux où on a l'habitude de la trouver. Alors d'abord l'école maternelle, les institutions dédiées aux soins, les prisons, les entreprises. Ils avaient organisé tous les deux à l'UNESCO un cycle de journées qui a toujours lieu aujourd'hui, dites des NPP, les nouvelles pratiques philosophiques. Maintenant, sous la houlette de Michel Tozzi, Edwige Chirouter ou encore Audrey Bigot-Tailleur, qui sont des spécialistes en sciences de l'éducation. Et c'est d'importer la philosophie à l'école et à l'école maternelle. Et donc, j'ai fait partie pendant de longues années de ce groupe, que j'ai quitté par manque de temps, simplement, de disponibilité, puis aussi parce que je me suis beaucoup investie dans la question de la déportation. Mais pour vous donner un exemple, il y a eu un projet pilote avec une deuxième section d'enfants d'une école maternelle, d'une ZEP, où chaque semaine, ils ont eu des ateliers de philosophie qui ont consisté à réfléchir sur des concepts affectifs. L'affectif compte beaucoup pour les enfants et donc on leur apprend à en parler. Et en apprenant à en parler, on leur apprend à parler des émotions. Ce sont les émotions qui produisent la colère et la violence. Donc les enfants qui réussissent à identifier leurs émotions seront moins violents que les autres. Et il a été prouvé, on les a observés pendant de nombreuses années, ces enfants étaient moins violents en cours d'école que les autres. Malheureusement, ça coûtait trop cher, donc le projet n'a pas été renouvelé, et puis il en est resté à une expérience. Voilà, donc je pense que si aujourd'hui on avait davantage de philosophie à l'école maternelle et de projets de ce type, on n'aurait pas forcément les problèmes qu'on trouve dans les banlieues, parce qu'il y aurait la possibilité d'un dialogue. Ce qui pose problème aujourd'hui dans les banlieues, c'est que l'exercice spirituel ne peut pas avoir lieu. Et le dialogue avec l'autre ne peut pas avoir lieu. Donc la philosophie constituait pour Pierre Hadot la quintessence de la vie humaine, la philosophie comme manière de vivre. Par quoi il entendait une manière d'apprendre à penser et d'exercer sa pensée jusque dans la vie. C'est ainsi que les philosophes de l'Antiquité arboraient leur art. Alors je voudrais remonter à un des premiers philosophes que j'aime beaucoup, c'est Pythagore. Vous avez tous souffert
le théorème de Pythagore. Qui se souvient du théorème de Pythagore? Oui. Oui, vas-y. Ah bah oui, forcément, forcément. Oui, mais c'est pas du jeu, là. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Alors, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Non, Bon. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pardon. C'est si le triangle est rectangle. C'est oui. Alors, Voilà. Merci. Oh là là. alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des Exact, carrés exact. des côtés opposés. Voilà. Non mais et alors justement, si le théorème de Pythagore est bien présenté comme une implication, il y a évidemment une réciproque du théorème de Pythagore. Si un triangle a le carré d'un de ses côtés qui est égal à la somme des carrés des deux côtés opposés, alors le triangle est rectangle. Magnifique. Bravo, bravo. Donc c'était un scoop. Et donc Pythagore, ça n'était pas seulement un mathématicien, c'était un penseur. Et dans la Grèce antique, on ne sépare pas les savoirs comme on les sépare aujourd'hui. Il y a des sciences spécialisées, c'est le problème de l'étang, dirait Heidegger, les sciences de l'étang. Et il faut regarder un petit peu ce qui nous reste de lui. On trouve un texte dans les Tusculanes, le livre 2 des Tusculanes de Cicéron. Donc c'est une doxographie, on n'a plus les textes. Doxographie à laquelle il s'est intéressé aussi Jean-François Métier. Donc nous allons le voir. Et nous verrons que la pensée s'exerce pour Pythagore, dès Pythagore, dans l'observation, dans le retrait, à distance des événements de la vie et en hauteur. Alors, notons également une importance considérable donnée à la parole, toujours dans cette Grèce antique, ça rejoint ce que j'ai dit sur Socrate. Et ça, c'est développé par quelqu'un qui s'appelle Alistair MacIntyre, dans un ouvrage qu'il faut lire en anglais, After Virtue, et que l'on pourrait traduire par d'après la vertu. C'est selon la vertu, pas après la vertu, ça c'est une mauvaise traduction. Alors, que nous apprend cette période qui précède celle des exercices spirituels? Cette période est la naissance de la pensée par représentation. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que la pensée par représentation? C'est la pensée par laquelle on distingue nettement l'objet d'un côté et le sujet de l'autre. La pensée par représentation consiste à manier l'objet pensé tout en gardant conscience d'être le récipiendaire de cette pensée. La pensée par représentation est caractéristique de la pensée occidentale. Entrer dans le champ de la métaphysique, sujet et objet peuvent devenir des éléments impropres à la pensée, comme le suggère Heidegger dans la lettre sur l'humanisme, qui leur préfère la voie linéaire de la pensée orientale. Pas de distinction donc entre sujet et objet. Comment faire pour dépasser la distinction entre sujet et objet? Donc c'est aussi l'entreprise épistémologique que va conduire Heidegger. Alors revenons aux origines de cette distinction. Nous en trouvons une occurrence chez Pythagore, donc dans la doxographie d'Héraclide du Pont, citée par Jean-François Mattei, mais donc que l'on trouve aussi dans le livre 2 des Tusculanes de Cicéron. Pythagore aurait rencontré Léon. Vous connaissez Léon? Ce n'est pas un restaurant belge. Léon était le tyran de Plyonte, auquel il aurait décliné l'adjectif de philosophos, donc philo, j'aime, et sophos, sophia, sophos, le sage. Mais la pensée de la représentation ne réside pas encore ici. Pour illustrer son propos, Pythagore va utiliser une métaphore, celle des jeux, c'est-à-dire des arènes. Alors, je vais lire le petit texte qui concerne cette doxographie. Au témoignage d'Héraclide du Pont, Pythagore aurait eu un entretien avec Léon, le tyran de Plyonte. Comme ce dernier admirait son génie, lui demandant sur quel art il s'appuyait, Pythagore aurait décliné l'épithète de sage, sophos,
et répondit qu'il était philosophe, philosophos. Léon s'étonna de ce terme et demanda quelles étaient les différences entre les philosophes et les autres hommes. À quoi reconnaît-on un philosophe dans un aéroport? Ça, c'est pas le nom du texte. Pythagore répondit que la vie humaine était comparable à ces assemblées où se rendait la Grèce lors des grands jeux. Les uns y viennent pour lutter, pour obtenir une couronne. D'autres cherchent à y faire du commerce. Les autres, enfin, viennent pour voir simplement ce qui se passe au jeu. De même, dans la vie, les uns sont esclaves de la gloire, les autres de l'argent. Mais d'autres, plus rares, c'est là qu'on se relève, observent avec soin la nature, à mi-chemin du Dieu et de l'homme. On est tous d'accord. Le philosophe sera désormais cet être énigmatique qui jette un regard serein sur le théâtre de l'existence. Bon. On imagine qu'à la fin du spectacle, il saura relever son manteau sur l'épaule. Droite. Droite, c'est tout ce qui est bien. Et partir avec le geste d'un homme libre. Donc ça, c'est Jean-François Mattei qui nous le redit dans un petit ouvrage, un petit que sais-je, sur Pythagore et les pythagoriciens, que je vous recommande très chaleureusement. Dans cette réponse que fait Pythagore à Léon, nous trouvons la base donc de cette pensée par représentation. Pourquoi? Parce que d'une part, le philosophe se trouvait sur un promontoire, il jouit d'une vision de hauteur sur laquelle travaillera Pierrado avant son décès. Juste avant de mourir, il écrit « N'oublie pas de vivre ». Goethe ou la tradition des exercices spirituels. Il y a un truc à travailler là sur la mort du philosophe. En effet, le philosophe se trouve plus haut, il observe de loin, entre lui et les jeux se trouve la distance herméneutique. Que contient-elle? Eh bien, au premier niveau, celle du sol, du ras de terre, deux hommes sont esclaves de la gloire, de leur ego, on dirait aujourd'hui, du narcissisme. Au second niveau, les hommes spéculent sur les hommes qui se battent. Ils sont esclaves de l'argent, entre villes, toutes sortes de défauts, de péchés. Et plus haut se trouve le philosophe qui regarde de façon détachée, ça annonce beaucoup plus tard le stoïcisme, sans s'engager, d'une stature qui préfigure donc le stoïcisme, puisqu'il saura partir sans être affecté du geste d'un homme libre. Il a pris l'information, il va réfléchir de façon neutre, et donc il est libre. Que regarde le philosophe? Eh bien, il regarde le spectacle du monde. Les hommes, là-bas, en bas, qui se battent pour leur ego. Ces hommes, ce pourrait être lui. Mais quelle est la différence entre ces hommes et lui? Ces hommes sont des objets qu'il regarde, tandis que lui, c'est lui. C'est ce que la postérité nommera le sujet. L'homme en train de penser, d'agir et de se penser aussi, puisque on a une image en miroir. Cet homme-là est responsable de lui. Nous avons donc affaire à une métaphore nous représentant l'homme, l'objet pensé d'une part et l'objet pensant de l'autre. 6e siècle avant notre ère. C'est-à-dire donc le sujet, voilà la base de la pensée par représentation. Mais pour se voir soi-même comme objet, il faut se mettre en mesure de se percevoir soi-même comme objet, comme cet autre que moi, que je suis pourtant moi-même. Il ne sera pas question d'autre chose chez les stoïciens, qui mettront en place donc des exercices spirituels par lesquels celui que nous nommerons le sujet saura par exemple, ou devra procéder à l'analyse, notamment de sa journée, des actions. L'exercice spirituel est d'abord un exercice de méditation qui permet d'être prêt à tout instant à répondre aux sollicitations du monde, mais aussi d'accéder à une pleine conscience de l'environnement et de soi-même. On doit pour ce faire se placer dans l'analyse, ainsi que l'indique Pierrado dans
ses ouvrages, hein, par exemple Exercice spirituel et philosophie antique. Alors, je donne un tout petit exemple. Dès le matin, on examinera à l'avance ce que l'on doit faire dans le cours de la journée et on fixera à l'avance les principes qui dirigeront et inspireront les actions. Le soir, on s'examinera à nouveau pour se rendre compte des fautes ou des progrès accomplis. On examinera aussi ses rêves. La part du rêve est très importante dans la philosophie antique. À trace, on peut même voyager. Hein, par le rêve, on sort de son corps, comme ça, puis on va voyager, etc. Puis avant le réveil, on se réincarne, on se réapproprie soi-même, et on a fait une expérience extraordinaire. Pierre Hadot précise encore que l'exercice de la méditation s'efforce de maîtriser le discours intérieur. Est-ce qu'on est encore capable d'un discours intérieur aujourd'hui? Pour le rendre cohérent, pour l'ordonner à partir de ce principe simple et universel qu'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, entre la liberté et la nature. Par le dialogue avec soi-même ou avec autrui, par l'écriture aussi, celui qui veut progresser s'efforce de conduire par ordre ses pensées et de parvenir ainsi à une transformation totale de sa représentation du monde, de son climat intérieur, mais aussi de son comportement extérieur. Ces méthodes révèlent une grande connaissance du pouvoir thérapeutique de la parole. Ça, on va le retrouver aussi chez les philosophes arabes, notamment chez Ibn Arabi. Grâce à cet enseignement, tout l'édifice spéculatif, donc je cite toujours Pierre Hadot, tout l'édifice spéculatif qui soutient et justifie la règle fondamentale, toutes les recherches physiques et logiques dont elle est le résumé pourront être étudiées avec précision. La recherche et l'examen approfondi seront alors la mise en œuvre de cet enseignement. On s'habituera par exemple à définir les objets et les événements dans une perspective physique. Allez voir donc tels qu'ils sont situés dans le tout cosmique, parce qu'on est relié aussi à un tout cosmique. Fin de citation. Nous retrouvons d'une certaine façon une déclinaison de ces exercices dans l'éthique de Philon d'Alexandrie, où le spirituel et l'éthique se conjuguent. Il y a les bonnes passions d'un côté, les mauvaises de l'autre. Il faut se tenir dans le contrôle afin de ne pas être la proie des passions mauvaises. Et ça aussi, on pourrait le mettre au goût du jour. Ne pas se laisser être la proie des passions mauvaises. Alors, je vais vous proposer maintenant une articulation contemporaine de cet avant-propos. Cette attention portée au monde intérieur, les exercices de conscience et de résistance se retrouvent aujourd'hui dans un tout autre contexte. Notamment chez des personnes qui ont été en proie à des expériences extrêmes et qui doivent résister. Il faut alors déployer un arsenal spirituel. Et il faut avoir à portée de main un arsenal spirituel très important, spirituel et psychique, pour pouvoir conserver ce qu'il y a de plus précieux en soi. Mes recherches portent depuis une quinzaine d'années sur la barbarie. Donc je travaille toujours, il y en a de moins en moins avec les déportés de la Seconde Guerre mondiale. Je les ai beaucoup écoutés, surtout même dans les voix off, et j'ai appris beaucoup à leur contact. Dans la manière dont ils parlaient, dans leur façon de se tenir vis-à-vis de ce qui leur était arrivé. Et tout cela m'a rappelé les exercices spirituels. J'enseigne la philosophie antique, l'histoire de la philosophie antique, et j'ai trouvé des analogies stupéfiantes chez les gens qui n'ont pas étudié la philosophie antique, qui rappellent les exercices spirituels et prouvent la manière dont ceux-ci
fortifier l'esprit. Alors, peut-on dire aujourd'hui l'âme? Est-ce qu'on a le droit de dire fortifie l'âme? C'est un grand débat. Le terme est présent chez Aristote, donc on peut l'utiliser. La première fois que j'ai rencontré cette problématique, c'était lors d'une table ronde en 2010 à Blois, où je me trouvais entre Marie-Josée Chambert-Delot et Sam Brown. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre. Marie-Jo, 95 ans aujourd'hui. Et Marie-Josée avait été, à l'âge de 20 ans, responsable de la pouponnière de Ravensbrück. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Et Marie-Jo était cabrée. Elle ne voulait pas entendre parler du pardon. Elle avait réussi à sauver 50 bébés. Odile, ça doit te parler beaucoup. 50 bébés sur à peu près 500 bébés qui sont nés à Ravensbrück. Des femmes qui ont été déportées dans le camp de Ravensbrück qui étaient enceintes. 500 bébés morts sous ses yeux sans qu'elle puisse rien faire. Elle a maintenu en vie 50 bébés. Il n'y avait pas de linge, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'antiseptique. Donc maintenir en vie 50 bébés sans rien, c'est un miracle. Elle avait donc réussi à sauver ses bébés et ce souvenir pour elle était insupportable. De l'autre côté, dans cette table ronde, il y avait Sam Brown. Sam Brown était à Auschwitz et il est devenu médecin. Il était très cultivé, Sam. Et puis il lui disait à Marie-Jo, « Mais Marie-Jo, c'est pour toi que tu pardonnes. C'est pour toi. » Et puis cette parole m'a trotté vraiment dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment il est arrivé à se positionner par rapport à ce qui lui était arrivé? Marie-Jo, elle ne pouvait pas se détacher de l'emprise émotionnelle de son souvenir. Il y avait une déchirure en elle trop importante et qui l'empêchait de lâcher prise. Elle ne trouvait pas la voie de se lâcher prise. Et cette façon de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que l'on a vécu et de choisir le positionnement vis-à-vis de ce qui a été vécu, eh bien, c'est précisément ce qui dominait chez Sam Brown. Plus tard, un ami de 80 ans, dont le frère avait été raflé à Moissac. Donc c'est un petit garçon, c'est l'histoire d'un petit garçon d'une famille juive qui vit à Moissac. Et sa maman lui dit, tiens, va un peu poster la lettre à la poste. Les parents s'absentent, le frère reste à la maison, il y a une rafle. Et ils ont connaissance de cette rafle, ils reviennent à la maison, le frère n'est plus là, ils ne le retrouveront jamais, ni même sa dépouille. C'est ce qu'on appelle un deuil sans image, sans corps. Et Sam et Paul, son frère s'appelait Pierre. Paul, toute sa vie, a ressassé, mais il est où mon frère? Il est où mon frère? Donc il est parti. D'abord, ils sont allés au Lutetia, quand les déportés sont rentrés. Et puis son frère n'était pas au Lutetia. Donc ils sont partis en Allemagne, essayer de retrouver le camp où avait été déporté son frère. Puis, aucune archive. Donc ils font les hôpitaux des environs. Ils trouvent plus ou moins un acte de décès sans autre trace. Donc ça veut dire que voilà, ça va tourner. Il va y avoir émanence du souvenir. Et un jour, il rencontre quelqu'un comme Sam Brown qui lui dit, écoute, il y a ce que l'on te fait. Et il y a ce que tu fais de ce que l'on te fait. Et maintenant, tu peux choisir. Alors, ce qui est le plus important là, c'est de réussir à formaliser cette distinction. Eh bien, c'est ce type de retrait, ce type de possibilité aussi, que l'on retrouve dans les propos de Boris Cyrulnik. Si vous regardez un peu la manière dont il prescrit, dont il essaie de montrer la voie du dépassement du traumatisme, on retrouve ça. On retrouve ça aussi chez Viktor Frankl.
Alors Viktor Frankl, donc c'est un psychiatre viennois, très prestigieux. Dans les années 30, il avait réussi à mettre en place un programme social pour réintégrer les handicapés mentaux dans la société. Faire en sorte qu'ils aient une utilité dans la société. Dans les années 30, magnifique. Et puis Frankl va refuser de faire des certificats d'euthanasie et il va se retrouver dans le camp de Theresienstadt où sa famille va être assassinée. Et là, eh bien, il dispose d'un arsenal aussi, d'un arsenal spirituel, parce qu'il est pratiquant, et puis d'un arsenal dû à son métier, il est psychiatre. Et il va travailler, essayer de réduire le taux de suicide dans les camps. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a des suicides dans les camps de concentration. On n'en parle pas parce que on ne veut parler que des assassinats. Mais en fait, les suicides sont des assassinats maquillés. Et il dit aux personnes, écoutez, vous avez le choix. Tu as le choix. Si tu es là, c'est que tu as le choix. Tu peux très bien te suicider. À partir du moment où on prend conscience que l'on a le choix, eh bien, on réincorpore une partie de sa responsabilité, de sa subjectivité. Tout passe par cet exercice-là. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, je résume un peu. Voilà donc quelques exercices spirituels. Ce recul nous permet de prendre conscience de la matérialité de cet espace qui est justement l'espace de la représentation dont nous parlions au début de notre propos. C'est cet espace-là qui a permis à Jean Emery de penser la dignité dans le camp. Il était à Buchenwald, alors que la saleté dans laquelle sont plongés les prisonniers menace ce sentiment de dignité, la saleté, l'humiliation constante, la souffrance aussi. On perd sa dignité. Alors l'une des questions qui se pose, c'est comment garder sa dignité? Qu'est-ce que je peux faire mentalement pour pouvoir garder ma dignité? Eh bien, lui dit par des gestes symboliques, symbolon, se frotter un peu le visage avec de l'eau ramassée dans une flaque, pas forcément très propre, mais idéologiquement propre, se frotter un peu le visage régulièrement. Faire attention à son langage, faire attention au respect des autres, à sa tenue, se regarder soi-même, être soi-même, avec soi-même, en s'interrogeant sur ce qui fonde ce que nous sommes. Je vous remercie. Merci.